Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode des Chroniques de Youssef Indy. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet historique, à la fois historique et d'actualité, extrêmement important pour saisir ce qui se passe en Palestine occupée, et la politique israélienne, passée, présente et future. Avant de démarrer, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo pour soutenir la chaîne sur Tipeee, via PayPal, pour poursuivre dans la durée ces chroniques auxquelles vous tenez tant. Vous êtes plus de 53 000 maintenant à être abonnés à ma chaîne, donc depuis le début des chroniques, à peu près 2 mois maintenant déjà. Vous êtes plus de 13 000 à vous être abonnés, abonné à ma chaîne, donc je vous remercie et pensez à liker, partager et commenter pour améliorer la visibilité de la chaîne et des vidéos. Voilà, alors le sujet que je vais aborder actuellement, aujourd'hui plutôt, c'est le titre, c'est comment Israël a enterré la solution à un État. J'imagine que la plupart d'entre vous ne sont pas familiers de cette solution, de ce projet justement, parce qu'il a été enterré. Alors, cette vidéo est basée sur un article que je viens d'écrire et que j'ai envoyé à la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Le titre est à peu près le même que cette vidéo. Comment Israël a enterré la solution à un État. Cette vidéo donc est enregistrée aujourd'hui, nous sommes le mardi 1er avril. Elle sera diffusée donc comme d'habitude le mercredi, donc 2 avril là, à 18h. Si l'article a été publié avant la diffusion de la vidéo, je mettrai le lien de l'article dans la description de la vidéo. Et bien sûr, cette vidéo est essentiellement basée sur mon ouvrage qui a pour titre « Comprendre le conflit israélo-palestinien » aux éditions Contre-Culture. Vous trouverez dans la description de la vidéo un lien pour vous le procurer. Donc un livre qui a eu un gros succès, qui est toujours un succès, qui est un livre synthétique, historique, sur 70 pages. Et vous avez toute l'histoire du conflit israélo-palestinien, des origines à nos jours, résumé dans ce petit livre. Alors, d'abord la situation actuelle à Gaza et en Cisjordanie. On va partir de la situation actuelle et remonter historiquement pour comprendre comment on en est arrivé là. La situation actuelle donc à Gaza, vous le voyez bien, maintenant c'est quasiment officiel. Le projet du gouvernement israélien est d'épurer ethniquement Gaza, c'est-à-dire chasser tous les Gazaouis de Gaza pour la coloniser et en faire un territoire intégré à l'État d'Israël. C'est un projet ouvertement d'épuration ethnique et qui, pour son exécution, utilise des méthodes génocidaires. Là, on se base sur le droit international, strictement. Israel broke the ceasefire last night. Israel has just killed around 400 people, and this is the acceleration of not a war, of the genocide that is happening in real time, and it has been happening for the past 16 months. So I want to ask you precisely about the legality of what is going on now, because Israel says it is targeting Hamas terrorists, and it says that anybody else killed is a regrettable byproduct of war. Now, what is the legality of what they are doing if they are indeed targeting people they regard as Hamas? Again, I do not want to downplay the risks that Israel has faced or might still face, but nothing justifies a genocide. And the destruction of life that has taken place over the last 16 months in Gaza, all schools, all hospitals, farming land, and most of the houses. What is this? Why did Israel had to do that? In another situation, would you call a state that hits intentionally and voluntarily hospitals, that starves an entire defenseless population, because this is what it is, would you call it an outcome of war? Du côté de la Cisjordanie, en Cisjordanie, la colonisation s'est accentuée ces 10 dernières années
elle était déjà, vous allez voir, hein, elle s'était déjà aggravée à partir de la période des accords d'Oslo, sous le gouvernement de Yitzhak Rabin. Alors, la situation actuelle en Cisjordanie, c'est en Cisjordanie et Jérusalem, tous ces territoires occupés, colonisés, on est à plus de 750 000 colons. À l'époque des accords d'Oslo, on était, après ça dépend où on met le curseur exactement, mais on est autour de 100 000 colons, même moins. Et aujourd'hui, on est à 750 000. Et puis, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on était à 350 000 colons. Donc, il y a une explosion du nombre de colons. Évidemment, le projet final est l'expulsion de tous les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Il y a déjà eu plusieurs propositions, j'en ai parlé dans mon ouvrage, notamment Comprendre le conflit israélo-palestinien, des propositions faites par le gouvernement de Netanyahou à l'époque de l'administration Obama, la première administration Trump, pour expulser les Gazaouis et les Palestiniens de Cisjordanie, notamment vers le Sinaï égyptien. Donc ça, c'est la situation actuelle. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc je parlais des deux projets principaux, du projet sioniste au départ, qui va utiliser pour sa réalisation la chimère des deux États, de la solution à deux États, et l'autre solution qui a été proposée notamment par les Arabes, le nationalisme arabe, à l'époque, la solution à un État multiconfessionnel. Alors, on va revenir à la déclaration Balfour, déjà, donc le 2 novembre 1917. Donc Balfour, qui est le ministre des Affaires étrangères britannique, fait au banquier une déclaration par une lettre à Lionel Walter Rothschild. Donc Arthur James Balfour envoie une lettre à Lionel Walter Rothschild dans laquelle il promet la création d'un foyer national juif en Palestine. Je vais vous lire cette lettre. Elle est très courte. Cher Lord Rothschild, j'ai le grand plaisir de vous adresser de la part du gouvernement de Sa Majesté la déclaration suivante. Sympathisant avec les aspirations juives sionistes, déclaration qui, soumise au cabinet, a été approuvée par lui. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national juif pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte soit aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine, soit aux droits et au statut politique dont les juifs disposent dans tout autre pays. Je vous serai obligé de porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. Fin de citation. Première remarque, cette déclaration contrevient totalement au droit international puisque les Britanniques n'ont aucune autorité en fait sur le plan juridique au départ sur la Palestine, du moins ils n'ont aucune légitimité. Premièrement, la légitimité en fait c'est la conquête par la guerre, et deuxièmement ils n'ont aucune légitimité, et c'est une violation du droit international, que de créer une entité, un foyer national juif ou un État en Palestine contre la volonté des autochtones. Donc ça c'est la base. Ensuite, ce que l'on remarque, c'est que dans la lettre, d'ailleurs ce que fait remarquer l'historien Henri Laurence, qui détient la chaire des études d'histoire arabe contemporaine au Collège de France, il souligne que Balfour mentionne les Arabes de Palestine, musulmans et chrétiens, que comme collectivité non juive ayant des droits civils et religieux. Et donc dès le départ, leur est refusé le statut de peuple ayant des droits politiques. Alors que, là on va sortir de la Première Guerre mondiale,
et le fameux concept du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, là est totalement bafoué. Et comme l'explique donc le remarque Henri Laurence, pour Balfour comme pour d'autres responsables britanniques, reconnaître des droits nationaux aux Arabes de Palestine est contradictoire avec la volonté de créer un foyer national juif. Malgré cela, en 1918, les Palestiniens acceptent l'idée d'une nouvelle immigration juive. Parce qu'il faut préciser qu'il y a plusieurs vagues d'immigration juive venues d'Europe à partir des années 1870. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Les Palestiniens acceptent. Donc acceptent l'idée d'une nouvelle immigration juive. Mais, pour les sionistes, écrit Henri Laurence, pour les sionistes, cette égalité est inacceptable du fait qu'ils désirent au minimum une communauté nationale exclusive et au maximum l'appropriation de toute la Palestine. Et il ajoute le Yishuv, qui est la communauté juive sioniste en Palestine, à ne pas confondre avec le vieux Yishuv, qui est en fait la communauté juive de Palestine historique, qui était déjà là bien avant le projet sioniste. Donc le Yishuv se fonde en tant que refus absolu de toute collaboration économique et sociale avec la population arabe. L'exclusivisme juif, nécessaire pour la constitution du foyer national juif, fait que toute interaction avec le secteur arabe est considérée comme une défaillance qu'il faut absolument pallier. L'ambiguïté historique du sionisme en tant que formulation nationale et laïcisante d'une communauté jusqu'alors définie en termes religieux, il constitue le Yishuv en entité hybride, un ensemble civique ayant le droit de s'appeler peuple, mais dont les critères d'appartenance sont définis par une appartenance religieuse. Alors ça c'est dans le livre d'Henri Laurence, L'Orient arabe, arabisme et islamisme de 1798 à 1945, édition Armand Collin, 1993. Sinon, je vais citer un peu loin Henri Laurence, que je cite d'ailleurs dans mon ouvrage, qui a écrit La question de Palestine, donc en 5 tomes. Voilà, là il y a le tome 4, et vous voyez ici le tome 5, donc les 5 tomes au total font environ 4000 pages. Voilà. Donc c'est extrêmement bien documenté, et je vais le citer d'ailleurs abondamment ici, parce que il fait partie de ces voix qui sont respectées, tolérées dans le paysage politico-idéologico-médiatique français, bien qu'on le voit assez peu souvent. Dans les médias, on voit beaucoup plus de partisans de Netanyahou complètement hystériques sur les plateaux de télévision que de gens sérieux comme Henri Laurence. Bref, maintenant on va faire un petit bond dans le temps et dans les années 1930 pour parler de la solution en fait. Il y a eu bien sûr des heurts, vous allez le voir, je vais en parler notamment, des provocations de sionistes dès les années 20, une révolte palestinienne 1929-1936, mais dans ce tumulte, les Arabes, les nationalistes arabes, comme vous allez voir, proposent et acceptent l'idée de création d'un État binational ou international, appelez ça comme vous voulez, mais un État multiconfessionnel, dirigé par des Arabes, chrétiens, musulmans, et par des Juifs. Et sans rejeter les Juifs sionistes venus d'Europe depuis les années 1870. Alors donc, il y a véritablement une politique de main tendue. Alors là, je vais faire exprès aujourd'hui de ne citer que des sources... des auteurs plutôt consensuels, qui n'ont pas subi d'attaque, qui ne sont pas subi de campagne de diabolisation, pour bien vous montrer que cette histoire-là, ces faits-là, sont connus des historiens, et qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher chez des militants antisionistes pour connaître cette histoire. Alors là, je vais vous citer quelqu'un de tout à fait
mainstream, on va dire, Jean-Claude Lescure, le conflit israélo-palestinien en sans question, c'est quelqu'un que vous pouvez voir parfois dans les grands médias, ou médias comme France 24, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit sur cette époque-là ? Je cite. Donc là, c'est dans son livre, page 295. L'idée d'une solution au conflit israélo-palestinien par la création d'un État multinational formé des territoires de l'ancienne Palestine mandataire, ceux occupés aujourd'hui par Gaza, la Cisjordanie et l'État d'Israël, est une longue histoire qui a connu une éclipse entre 1947 et les années 1990, avant de revenir dans le débat public. L'État multinational constitue la revendication des nationalistes arabes formulée par le grand moufti de Jérusalem, dont vous avez souvent entendu parler, Amin al-Husseini, devant la commission Peel en 1937. Et je vais revenir sur la commission Peel. Un État indépendant de Palestine, gouverné par les Arabes avec une minorité religieuse juive. Mais le Congrès juif mondial réuni à Baltimore en 1942 demande pour sa part un État juif sur l'ensemble de la Palestine mandataire. Fin de citation. Donc, le Congrès juif mondial refuse l'idée d'un État binational, d'un État multiconfessionnel. Il veut un État exclusivement juif sur toute la Palestine. Donc, en excluant, au moins politiquement, les Palestiniens musulmans et chrétiens. Suite à ce, donc là, il évoque les entretiens de la commission Peel, donc du compte Peel, je vais y revenir, avec le moufti de Jérusalem, al-Husseini. Donc là, on est en 1937, du moins 36-37, puisque l'enquête de la commission Peel commence en 1936, elle se termine en 1937 et c'est publié en juillet, le résultat est publié en juillet 1937. Donc 2 ans plus tard, le gouvernement britannique publie le livre blanc, qui a pour titre Palestine Statement of Policy, du 17 mai 1939, qui propose une nouvelle solution. Donc la solution à un État évoquée par le moufti de Jérusalem. Donc il y est affirmé donc, dans le livre blanc du gouvernement britannique de 1939 que le mandat n'implique pas que la Palestine soit transformée en un État juif contre la volonté de la population arabe. Citation. Mais le livre blanc, le premier livre blanc de 1922 du gouvernement britannique, l'avait déjà déterminé. Pourtant, entre 1922 et 1939, le mandataire britannique a autorisé l'entrée de plus de 300 000 juifs d'Europe en Palestine. Le mandat, dit le livre blanc de 1939, doit préparer un État de Palestine indépendant dans lequel les Arabes et les Juifs partageront l'autorité dans le gouvernement de telle manière que les intérêts essentiels de chacun soient sauvegardés. Fin de citation. La politique, donc là on va avoir la réponse des sionistes, la politique du livre blanc britannique aurait pour premier effet de, là je cite Chaim Weizmann dans une lettre de juin 1939, répondant au livre blanc du gouvernement britannique au nom de l'Agence juive pour la Palestine. Chaim Weizmann va être le président de l'organisation sioniste mondiale et après la création de l'État d'Israël, il va être le premier président de l'État d'Israël, Chaim Weizmann. Donc c'est une autorité, Chaim Weizmann. Non, c'est pas un sioniste minoritaire, c'est un sioniste central. Donc il dit, Chaim Weizmann dit que la politique du livre blanc des Britanniques aurait pour premier effet de diminuer les possibilités d'extension territoriale du foyer national juif déjà réduite par l'interdiction de la Transjordanie à la colonisation juive. Parce que Chaim Weizmann et les autres sionistes réclamaient aux Britanniques d'intégrer la Transjordanie, qui est en fait la Jordanie actuelle, au futur État d'Israël. Ce qui a été refusé par les Britanniques, puisque les Britanniques avaient déjà promis aux Hachémites, donc les gardiens de ce qu'on appelle al-Haramain, donc dans le Hejaz,
la Mecque et Médine. Donc il leur avait promis déjà un grand État arabe, etc. Puis ils leur ont donné la Transjordanie qui va devenir la Jordanie et l'Irak à l'époque. Donc ils ne pouvaient pas donner la Transjordanie aux sionistes. Et les sionistes, comme on le voit là, le déplorent et donc rejettent le projet d'État binational. Et donc, pour contrer cet État, ce projet d'État binational, ils vont, en tout cas une partie d'entre eux, se représenter par Ben Gourion. Ben Gourion, lui, va accepter très tôt l'idée d'un partage. Ce que les autres sionistes refusent, en fait. La majorité des sionistes refusent le partage au départ. Ils ne veulent pas de deux États. Alors que Ben Gourion, lui, il ne l'accepte que comme étape pour passer à la conquête par la suite. Ce qu'il va faire d'ailleurs en 1947, après le partage du 29 novembre 1947, Ben Gourion va organiser l'épuration ethnique dès décembre 1947, puis la guerre et l'épuration ethnique en 1948 et l'expansion territoriale. Donc pour lui, ça a toujours été une stratégie. Bref, donc la première proposition, la grande proposition qui est faite de partager la Palestine en un État arabe et un État juif a été faite donc par la commission Peel. Donc c'est le comte Peel, qui est un membre de la haute administration britannique, qui a été chargé de mener une enquête pour proposer un plan de partage de la Palestine en deux États. Son enquête donc se termina le 24 juin 1937 et donna lieu à un rapport qui examine notamment la situation en Palestine. Alors je vais vous citer un extrait de la commission Peel pour vous donner une idée de ce qui se passe en Palestine à l'époque. Et là, on parle de Britanniques. Ce ne sont pas des gens qui sont favorables aux Palestiniens. Je cite le rapport de la commission Peel. La détérioration continue des rapports arabo-juifs ne fait que s'accroître. Les Arabes chrétiens et musulmans s'unissent maintenant dans une commune hostilité contre les Juifs. Ils demandent à diriger eux-mêmes leurs affaires, car la Palestine fait partie des États arabes auxquels l'indépendance a été promise. Elle est une des communautés appartenant autrefois à l'Empire ottoman, et les autres pays ont accédé à l'indépendance. Mais un gouvernement national empêcherait évidemment le mandat de remplir sa mission envers les Juifs. Sa mission, créer un foyer national juif. Ceux-ci, donc les Juifs, sionistes, ceux-ci convoitent l'ancien emplacement du temple occupé par le Haram al-Sharif des musulmans. Le Haram al-Sharif, c'est le noble sanctuaire. La mosquée, là où il y a la mosquée Al-Aqsa, donc en fait les deux mosquées. L'hostilité devient religieuse. Émeutes et grèves se succèdent du côté des Arabes. Un terrorisme commence chez les Juifs, instauré par les révisionnistes. Ce groupe revendique toute la Palestine avec l'est du Jourdain, malgré une minorité juive estimant que l'on ne doit pas supplanter les Arabes. Fin de citation. Les sionistes révisionnistes ont été, en fait, le révisionnisme sioniste a été créé par Jabotinsky à l'époque, donc en 1925, qui est un courant, on va dire, d'extrême droite au sein du sionisme, qui vise à réviser le sionisme et l'organisation sioniste mondiale. Celui qui va succéder à la tête de ce mouvement révisionniste à Jabotinsky est Menachem Begin. Menachem Begin va créer en 1973 le Likoud, qui est un parti de coalition des partis de droite israéliennes. Le père de Benjamin Netanyahou, Benzion Netanyahou, était le secrétaire particulier de Jabotinsky. Et aujourd'hui, Netanyahou est à la tête du Likoud créé par Menachem Begin. Donc les héritiers des révisionnistes sont aujourd'hui les Likoudniks. D'accord ? Maintenant, en 1945, le rabbin Fishman, représentant du parti orthodoxe Mizrahi à l'exécutif de l'agence juive,
donc en fait c'est un représentant de ce qu'on appelle le mouvement national religieux, fit connaître que son parti avait signé un accord avec les révisionnistes selon lequel les membres du Mizrahi soutiendraient les revendications politiques des révisionnistes au sujet d'un État juif établi dans la Palestine tout entière et tâcheraient de réserver une place aux révisionnistes dans l'exécutif de l'agence juive et dans le conseil général sioniste. Fin de citation. Donc là c'est rapporté par... Cette citation vient des Cahiers de l'Orient contemporain, 1946, volume 3, page 562. Le rabbin Fishman a déclaré, donc le même, a déclaré dans son témoignage au comité spécial d'investigation de l'ONU le 9 juillet 1947 que, je cite, le rabbin Fishman, la terre promise s'étend du fleuve d'Égypte à l'Euphrate, elle inclut une partie de la Syrie et du Liban. Fin de citation. C'est rapporté par Israël Shahak, qui a fait une traduction de l'hébreu au français du plan Oded Yinon. Et donc lui, en 1945, Fishman, le rabbin Fishman, déclare ouvertement qu'il y a une alliance entre lui et les révisionnistes, dirigée à l'époque par Menachem Begin. Et en fait, donc, cette alliance entre révisionnistes et national religieux, eh bien, on la retrouve aujourd'hui dans le gouvernement actuel en Israël. On a le Likoud d'un côté et d'autres partis d'extrême droite religieux et des ministres qui sont en fait des héritiers de ces nationaux religieux messianiques au pouvoir aujourd'hui dans le gouvernement Netanyahou, notamment Smotrich et Ben-Gvir, qui sont ministres des Finances et ministres de la Sécurité nationale. Donc en fait, on voit que dès le départ, les sionistes, la majorité des sionistes, ne veulent même pas de deux États, ils ne veulent pas un État multiconfessionnel, ils veulent un seul État, exclusivement juif, en rejetant les Palestiniens, en les épurant ethniquement, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Alors, vous verrez dans l'article, et surtout dans mon livre le détail, mais dans l'article aussi, le haut comité arabe, c'est-à-dire ce qui représentait les Palestiniens à l'époque, on va dire une haute autorité palestinienne de l'époque, en 44, 45, 46, ils sont favorables, eux et les pays arabes, les ministres des Affaires étrangères des autres pays arabes de la région, sont favorables à la création d'un État multiconfessionnel. Ils y sont favorables. Et ça va être torpillé à l'ONU, via notamment les actions d'espionnage des services secrets de l'agence juive à l'époque. On va dire l'agence juive, c'est ce qui va précéder la création de l'État d'Israël, qui est dirigé par Ben Gourion. Donc ils vont saboter le plan pour un État binational, multiconfessionnel, en influençant un certain nombre de pays pour faire voter le plan de partage. Le plan de partage, comme je l'ai dit, qui est une étape de la conquête. Donc, on voit bien que les Palestiniens, dès les années 30, proposent un État multiconfessionnel. Et ce sont les sionistes, toutes tendances confondues, qui vont le rejeter. Les sionistes malins, comme Ben Gourion, qui vont le rejeter et proposer un plan de partage, pour ensuite conquérir la Palestine, ce qu'ils ont fait, et les autres, la majorité, et puis les sionistes révisionnistes, qui eux sont très clairs, disent non, on veut un seul État, exclusivement juif, pas de Palestiniens. Ensuite, je vais faire un bond dans l'histoire, mais vous retrouverez toutes les étapes dans mon livre Comprendre le conflit israélo-palestinien. Ensuite, l'étape suivante, ça va être d'agiter la chimère de la solution à deux États. Mais tout en la torpillant. C'est-à-dire qu'ils ont imposé la chimère de la solution à deux États, mais ils ont tout fait pour rendre impossible la réalisation de cette solution à deux États. Donc ils ont torpillé le projet d'un État. Ensuite, ils ont fait miroiter la solution à deux États. Et l'étape suivante, ça a été de
d'enterrer aussi cette solution à deux États, en tout cas de la rendre impossible. Parce que comme on va le voir, les accords d'Oslo n'ont pas eu pour objectif de créer un État palestinien à côté d'un État juif. L'objectif, c'était de faire de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, le Gauleiter, une sorte de satrape, qui va s'occuper de la gestion des territoires palestiniens à la place d'Israël, après la première intifada. La première intifada a mis en évidence, a montré aux Israéliens qu'ils n'étaient pas préparés à gérer les Palestiniens, à gérer une révolte, puisqu'ils utilisaient l'armée pour faire un travail de police. Et donc, il y a eu des négociations entre le gouvernement, déjà le ministre de la Défense par intérim, qui était Yitzhak Rabin, dans le gouvernement de Yitzhak Shamir, si ma mémoire est bonne. Puis, il gagne les élections en 92, Rabin, et négocie officiellement avec l'OLP, ce qui va donner les accords d'Oslo, pour transformer en fait l'OLP en Gauleiter, en satrape, notamment en Cisjordanie, pour gérer les Palestiniens à la place d'Israël. Il n'a jamais été question de créer un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Et d'ailleurs, il le dit très clairement, en fait, Menachem Begin. Il dit très clairement que les colonies vont se maintenir, colonies de peuplement, colonies de défense, comme il les appelle, et non seulement elles vont se maintenir, mais en plus de ça, on va les faire grossir. Pour preuve, l'accélération de la colonisation sous le gouvernement Rabin est brutale. En 1993 et 1994, donc c'est entre les Oslo 1 et Oslo 2. Oslo 1 1993, Oslo 2 1995. D'accord ? Donc en 1993 et en 1994, le nombre moyen de nouveaux chantiers, donc de colonies, pour la colonisation, était de 480 par an. En 1995, il s'élève à 1800. Vous voyez ? Cette année-là, le nombre de colons connaît sa plus forte augmentation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. À l'époque, Gaza était encore colonisée. Ils étaient 98 000 à la fin de l'année 1992. Ils seront 138 000 à la fin de l'année 1995. Donc, une augmentation des colonisations, du nombre de colons. Donc, lorsque les Palestiniens proposaient un seul État, les sionistes le rejetaient le projet. Quand ils ont accepté l'idée de deux États, eh bien, les Israéliens l'ont rendu impossible. Quand ils s'opposaient par les armes, ce qui est prévu par le droit international, eh bien, les Israéliens les ont qualifiés de terroristes et les ont traités, comme tels. Et quand même des groupes armés acceptent l'idée d'un État dans les frontières de 1967, finalement, eh bien, les Israéliens refusent. Là encore, je vais vous citer Jean-Claude Lescure. Voilà. Vous allez voir, on n'est pas allé chercher un représentant du Hamas. Hein. Jean-Claude Lescure. Le conflit israélo-palestinien en 100 questions. Page 246. Donc je cite. Depuis le Qatar où il vit, le chef du Hamas, Khaled Meshal, présente en mai 2017 les 42 points de la nouvelle charte du Hamas qui se définit comme un mouvement islamique de libération nationale de résistance. Le document met en avant la lutte contre l'expropriation des terres, insiste sur la dimension politique du conflit, minimise sa dimension religieuse, fait disparaître toute référence aux frères musulmans, met en sourdine l'antisémitisme en différenciant juifs et sionistes, sans reconnaître Israël, qualifié d'illégal, il accepte un État palestinien limité aux frontières de 1967, avec Jérusalem comme pour capitale et le droit au retour des réfugiés. Il reconnaît toutes les formes de lutte, et non plus seulement la lutte armée. Cette nouvelle charte vise à discuter avec l'autorité palestinienne et le Fatah sur une base commune préliminaire à une intégration dans l'OLP. Donc il enclenche une normalisation d'une certaine façon. Et
Jean-Claude Lescure continue, je cite, « Pour le gouvernement israélien, le document est mensonger et constitue un écran de fumée. » Fin de citation. Donc en fait, les Israéliens, on voit bien qu'ils ne veulent pas que les organisations palestiniennes se modèrent, en fait. Ils les poussent toujours vers la radicalisation, parce que même quand ils font un pas vers la modération, disons, ou la normalisation, eh bien, il y a une fin de non-recevoir des Israéliens. D'ailleurs, chaque fois que des ennemis d'Israël dans la région vont accepter l'idée de négociation et pour aller vers la paix, etc., chaque fois, ils vont les torpiller. Ça a été le cas avec la Syrie à la fin des années 90 et début des années 2000, à l'époque du gouvernement Sharon. Bref, je digresse. Alors, pour conclure, conclusion provisoire, parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, je vais vous citer le général Edward Spears, qui est un général britannique, et qui a été un homme politique élu en Grande-Bretagne. En 1946, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport au projet sioniste ? Écoutez bien, ça vaut le détour. Et chacun se fera son opinion, mais on peut constater que l'histoire lui a donné raison. Donc je cite le général britannique Edward Spears, qui a combattu l'Allemagne nazie. La politique sioniste telle qu'elle se manifeste en Palestine ne constitue pas un mouvement religieux, mais un mouvement national possédant les défauts qui caractérisent le nazisme en Allemagne. Je crois que si les sionistes parvenaient à fonder un État juif en Palestine, celui-ci ne serait pas un instrument de paix, mais d'insécurité dans le Moyen-Orient. Ce serait une source d'agitation permanente. Je crois d'autre part que les Arabes accepteraient que le foyer national juif continuât d'exister si les sionistes abandonnaient leur but politique et cessaient d'employer la force et l'immigration illégale pour parvenir à leur fin, c'est-à-dire une majorité juive en Palestine. Fin de citation. Voilà, je vous remercie. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à aller dans la description de cette vidéo pour nous soutenir la chaîne via Tipeee, via Paypal. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et je vous dis, si Dieu veut, à mercredi prochain à 18h.